Donc voilà, aujourd'hui, en fait, on va parler d'évaluation à distance. C'est une présentation en fait que j'ai repris d'une présentation qu'Isabelle avait déjà vue à Rennes il y a quelques temps, euh, en ajoutant quelques éléments aussi un peu plus spécifiques sur l'évaluation de type examen, parce que là, on n'est plus vraiment dans une évaluation qui se veut formative, dans le sens où le feedback aux étudiants, il ne reste plus vraiment beaucoup de semaines pour pouvoir donner ce feedback-là, mais on en parlera quand même un petit peu, notamment pour préparer aussi le futur. Juste pour vous signaler aussi, j'ai mis dans le chat tout au début en fait un lien vers un Padlet que j'ai mis en place pour regrouper les différentes ressources qui seront partagées, qui seront discutées en fait dans le cadre de cette présentation. Il y a à la fois les diapositives, mais également toutes les ressources en fonction des différents blocs qu'on va traiter durant cette présentation. Donc voilà, si vous avez besoin, vous pouvez aller sur le lien qui est indiqué juste en dessous, mais qui est également présent dans le chat. Alors, au niveau de l'évaluation, une des questions qu'on va se poser en tout premier lieu, c'est pourquoi on souhaite évaluer. Le premier point, en fait, lorsqu'on souhaite évaluer, c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà bien sûr réfléchi, mais c'est pour vérifier que les apprentissages visés ont bien été acquis chez nos étudiants et en général à la fin d'un processus d'évaluation lorsqu'on parle d'examen. Et pour ça, on va amener des éléments de contenu qu'on va sélectionner. Ça fait partie de notre travail d'enseignant de pouvoir sélectionner et de mettre à disposition ce contenu, mais également de proposer aux étudiants de pouvoir mettre en œuvre ce contenu, de pouvoir pratiquer et de pouvoir également bénéficier d'un feedback de la part de l'enseignant sur ce qu'ils ont pu comprendre, ce qu'ils ont pu appliquer dans le cadre de cet enseignement. Et puis, petit à petit, on va s'orienter vers les apprentissages visés qui seront demandés à l'examen. Donc, on a une sorte de focus qui va s'opérer progressivement dans le temps. Bien sûr, au début, on va peut-être avoir beaucoup plus d'éléments de contenu qui vont être proposés. Et petit à petit, on devrait notamment plus orienter les étudiants vers de la pratique et du feedback. Donc ça, c'est un des premiers points que je voulais poser dans cette idée, c'est que le processus d'évaluation, maintenant, dans ce qu'on va discuter, on va être plutôt sur la fin du processus, plutôt l'orientation examen, mais c'est quelque chose qui doit s'orienter dans le temps avec justement l'occasion de donner du feedback aux élèves pour qu'ils puissent s'améliorer. Ça se repose aussi sur des principes plus généraux, hein, qui ne sont pas non plus récents, d'alignement pédagogique, d'alignement constructif, hein. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans la littérature. Les collègues belges mentionnent le terme de triple concordance aussi, pour mentionner qu'un enseignement doit s'orienter dans un cadre cohérent. Et ce cadre cohérent, ils font référence à 3 éléments: les learning outcomes, les objectifs d'apprentissage ou les acquis d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on vise à la fin de ce processus? La méthode d'enseignement ou les activités d'apprentissage qu'on propose à nos étudiants. Donc, qu'est-ce que je vais proposer à mes étudiants pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés? Et bien entendu, l'évaluation des apprentissages. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre comme modalité? Qu'est-ce que je vais choisir comme modalité pour vérifier que ces objectifs d'apprentissage ont bien été atteints? Et donc là, ce tout doit être cohérent. Si on manque de cohérence, on risque de mal aiguiller les étudiants. Si je prends l'exemple d'un cours de droit où ce que je vise chez mes étudiants, c'est qu'à la fin du processus d'apprentissage, les étudiants soient capables d'argumenter à l'oral dans une situation bien spécifique euh, et que j'évalue bien mes étudiants avec un examen oral, là, j'aurai une adéquation entre ce que je vise et l'évaluation. En revanche, si dans le cadre de mon enseignement, c'est un enseignement purement magistral, donc des cours qui sont dispensés par moi, où je présente du contenu et puis les étudiants n'ont pas l'occasion d'interagir, là, on se retrouve en décalage par rapport aux objectifs qu'on vise chez nos étudiants. Les étudiants vont pouvoir voir une situation qui est bien réalisée de quelqu'un qui s'est bien argumenté, bien présenté à l'oral,
Par contre, l'étudiant n'aura pas l'occasion de pratiquer dans le cadre de ce cours, ni de recevoir du feedback par rapport à ce cours, ce qui fait que l'étudiant sera peut-être moins bien préparé pour passer l'examen. Donc, c'est vraiment ce principe de base qui est intéressant à garder en tête lorsqu'on... Et ça, c'est de manière générale, hein, pas que pour l'évaluation à distance. Donc, à garder en tête pour se dire, est-ce que ce que j'évalue a été bien préparé dans le cadre de ce que j'ai proposé à mes étudiants, et est-ce que j'avais bien clarifié en fait ces objectifs au départ? Parce que c'est clair que l'objectif d'apprentissage va guider aussi l'apprentissage de nos étudiants. Alors, il y a des bonnes pratiques qui ont été identifiées pour mettre en place des évaluations dans un dispositif d'enseignement hybride, comme on a pu le vivre ces dernières semaines, ou ces derniers mois même. J'en ai retenu 5 ici de la revue de littérature qu'a fait Tobin et ses collaborateurs. Donc, ils ont vraiment recensé une grosse littérature sur le sujet. Le premier point qui se veut efficace, c'est d'encourager le contact entre les étudiants et le corps professoral. Donc, de ne pas couper la présence. On sait qu'on n'a plus de présence physique à l'heure actuelle, mais de pouvoir garder ce contact, et notamment en lien avec le quatrième point, pour pouvoir recevoir du feedback aussi de manière assez rapide et bien entendu constructif pour qu'on puisse consolider les apprentissages de nos étudiants. Un des points qui peut être intéressant aussi dans ce qui a été recensé, c'est le développement de la coopération entre les étudiants pour qu'ils puissent se soutenir aussi dans le cadre de ces dispositifs, et notamment aussi de pouvoir se donner du feedback entre eux. Bien sûr, il va falloir les aiguiller, les outiller. On verra tout à l'heure un peu plus loin dans la discussion qu'on peut mettre à disposition aussi ce qu'on appelle des grilles d'évaluation critériée. Et ça, ces grilles pourraient être aussi utilisées par les étudiants pour se donner du feedback entre eux. Pardon. On peut utiliser des techniques d'apprentissage actif aussi à distance. L'avantage de ces techniques, c'est qu'elles font appel également à du feedback lorsqu'on demande aux étudiants de confronter leur point de vue sur certaines notions. On va bien entendu sur des aspects liés à ces aspects de feedback. Pardon. Et le dernier point qui reboucle sur ce que je venais de dire dans la slide précédente, c'est de rendre les objectifs beaucoup plus clairs auprès des étudiants pour qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux concrètement, et également leur indiquer le parcours d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment important au niveau d'un enseignement hybride ou à distance, dans le sens où, sans contact régulier avec l'enseignant dans le cadre d'un cours, on peut perdre un peu on peut décrocher plus facilement, et de clarifier en fait, même sous forme d'un calendrier avec les différentes étapes, ça peut aussi aider les étudiants dans ce parcours. Donc là, on est vraiment sur des grands principes au niveau de l'apprentissage à distance. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant sur l'évaluation. Ici, je recense en fait des éléments qui permettent... Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé suite à ce qu'on appelle un webstorming. Donc c'est un brainstorming versus webinaire qu'on a pu réaliser en mai dernier avec d'autres collègues à Lausanne, et puis des collègues provenant aussi de l'université de Sherbrooke, et puis de la Haute École pédagogique du Valais, qui est l'équivalent des... Il ne faut pas que je me trompe, c'est plus les SP en France, je crois que ça a changé de nom encore, mais donc les anciennes SP, anciennes UFM, donc là, les HEP sont la même chose. Les INSPE, voilà, Les INSPE, voilà. actuellement. Donc voilà, ça a changé de nom. Donc voilà, c'est issu de ce brainstorm. Il y a eu différents éléments qui sont ressortis, également avec une recherche de la littérature qui est axée sur 5 grands points qui permettent de faciliter un climat de travail bienveillant, notamment dans le sens où il y avait beaucoup de stress chez les étudiants, et il y a toujours beaucoup de stress chez les étudiants par rapport à ces examens à distance. C'est une situation qu'ils ne connaissent pas. Il y a pas mal de choses qui se disent aussi sur ces examens à distance. On verra tout à l'heure lorsqu'on va parler de la triche et de la fraude. Donc, de voir aussi quelles sont les tensions qu'il peut y avoir derrière tout ça. Les 5 grands blocs qu'on avait identifiés à l'époque, c'était de repenser son examen. On est sur des aspects beaucoup plus pédagogiques ici. De définir un système de surveillance raisonnable. Vous avez peut-être entendu parler du proctoring. On va revenir sur cet élément tout à l'heure. C'est un mot qui est pas super gracieux, qui fait peut-être un peu peur sur le moment. On verra ce qu'il y a derrière, et puis est-ce que c'est si pertinent que ça dans le cadre de ce qu'on doit mettre en place pour évaluer les apprentissages de nos étudiants.
d'assurer un support technique pour les étudiants. On est plus sur les aspects technologiques ici, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour qu'ils puissent passer les examens dans de bonnes conditions. Et enfin, des aspects plutôt liés à la préparation et la communication de nos attentes et des modalités d'évaluation. Tout ça, ça permet d'avoir 4 grands blocs, un bloc pédagogie, un bloc technologie, sécurité et un bloc étudiant qui permet justement de se poser des grandes questions en fait lorsqu'on doit évaluer à distance. Et on va traiter maintenant de ces différents blocs. Alors peut-être juste, maintenant je vais m'arrêter juste là. Est-ce que déjà dans la première partie de l'exposé, il y aurait des questions du groupe? S'il y a des questions, vous pouvez rallumer votre caméra et puis... Vous pouvez aussi les poser par chat, hein, si Oui. vous êtes plus à l'aise. Ok, donc je crois que c'est bon pour l'instant. On va donc du coup continuer. Alors, sur ces aspects-là, on va aller sur le bloc pédagogie. Dans le bloc pédagogie, en fait, on a travaillé aussi avec des collègues d'Unidistance. Donc, Unidistance, c'est l'université suisse à distance. On a collaboré sur la réalisation de ce vademecum pour l'évaluation à distance des étudiants, où dedans, on indique pas mal d'éléments de choix pour... on fixe des éléments pour vous aider à choisir vos modalités d'évaluation à distance. Dans ce cadre-là, en fait, un des premiers points qu'on a mentionné, c'est d'identifier 3 grands groupes d'épreuves, des épreuves qui sont des productions de documents, comme les dissertations, les études de cas, des vignettes cliniques, des programmes informatiques. En fonction des disciplines, on peut avoir des choses assez variées. Une épreuve orale, donc l'examen classique, présentation, ça peut être un débat, ça peut être aussi une défense d'un document, ou des quiz en ligne, donc on voit très bien les QCM, les vrais-faux, ou ça peut être des réponses courtes également. Par rapport à ça, on a mis en référence aux niveaux cognitifs qui sont issus de la taxonomie de Bloom. Dans ces différents niveaux cognitifs, en fait, on va voir quels sont les apprentissages qu'on vise chez nos étudiants. Est-ce qu'on vise à ce que les étudiants soient capables de reconnaître ou de connaître certains éléments? Donc là, on est sur des aspects plutôt liés à la mémorisation de l'étudiant. Alors là, vous voyez très bien que par rapport au quiz, au QCM, on peut viser assez facilement la vérification de ces apprentissages. Si je pose des questions relativement simples de QCM et que j'ai appris par cœur la matière, théoriquement, je devrais être capable de répondre à ces éléments de manière assez aisée. Si je vise à comprendre une situation, qu'on teste les niveaux de compréhension de l'étudiant, là, on aura des outils qui seront des outils un peu différents, comme les présentations, les vignettes cliniques. Il y a une question dans le chat aussi par rapport à ça, où là, on va présenter une sorte de situation. Alors, c'est beaucoup utilisé dans le cadre de médecine, par exemple. C'est assez proche des études de cas. En fait, on propose une situation, une description, et puis après, on va proposer aux étudiants de résoudre cette vignette, soit avec différentes questions qui sont posées, soit de manière questions un peu plus ouvertes. Donc là, on va aller vraiment sur une compréhension de la situation clinique et après de la réexploitation des connaissances qu'on a pu avoir sur le domaine. Si on vise des domaines liés à l'application, là, on va être plus dans des choses comme la résolution de problèmes. On va poser un problème aux étudiants et puis ils vont essayer de le résoudre. Le problème sera relativement clair. Ça peut être, par exemple, si on met des exercices mathématiques aux étudiants, ben voilà, il doit utiliser ses connaissances sur le sujet, mais il doit également s'appuyer sur tous les exercices qu'il aura pu faire par le passé, parce que la seule connaissance de la théorie n'est pas suffisante pour résoudre le problème. L'analyse, on va être plutôt sur des aspects liés à la synthèse de ressources. Donc là, on voit aussi, par exemple, que les rapports ou les comptes rendus peuvent être utiles pour ce type d'épreuves. Mais on le voit aussi dans les vignettes cliniques. Dans les vignettes cliniques aussi, c'est des choses assez complexes et on peut tester ce niveau de connaissances. Un autre point, c'est l'évaluation, c'est les aspects plus critiques d'une situation, donc arriver à prendre du recul par rapport à certains éléments. Ça peut être amené à critiquer une œuvre de quelqu'un. Donc là, pour ça, il faut bien sûr s'appuyer sur des éléments de connaissance, sur des éléments de compréhension de l'œuvre, mais également d'être capable
d'appliquer certaines méthodes qu'on a pu voir dans le cadre du cours, d'avoir une capacité d'analyse assez forte aussi pour pouvoir positionner, par exemple, cette critique d'œuvre par rapport à d'autres critiques. Et là, ça nécessite des niveaux de connaissances relativement élevés. Et puis, un autre niveau qui est peut-être un peu déconnecté, mais qui est aussi intéressant, c'est le niveau de création, de demander en fait de produire des nouveautés, donc de créer quelque chose de nouveau. Et là, on peut l'avoir, par exemple, dans une épreuve orale, on demande de créer un exposé spécifique et de créer de nouvelles connaissances aussi par rapport à ça. Ce tableau, en fait, il permet de voir quels sont les types d'épreuves qui seraient les plus à même de tester les niveaux de connaissances qu'on a identifiés ici. Si je prends l'exemple du QCM, c'est relativement efficace pour tester les niveaux de connaissance ou de compréhension. Déjà, pour les niveaux de compréhension, il faut aller sur des niveaux de questions qui sont un peu plus complexes qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Sur les niveaux d'application, ça peut se faire, mais c'est vraiment beaucoup plus complexe. Là, on va travailler, par exemple, sur des présentations de situations aussi d'études de cas, avec des résolutions d'études de cas. Et pour ce faire, ça nécessite quand même pas mal de temps pour réaliser ce type d'épreuve. C'est clair que si on veut tester les niveaux d'application, on va aller plutôt sur des choses comme la production de documents ou l'épreuve orale. Bien entendu, ça sera à voir aussi en fonction du nombre d'étudiants que vous avez. C'est clair que si vous avez une promotion avec 400 ou 500 étudiants, la dissertation, ça va être un peu plus complexe. Et donc là, vous allez plutôt aller sur ces QCM, par exemple, d'application, si c'est ce niveau de connaissances que vous voulez tester chez vos étudiants. Et là, dans ce cas-là, ça va être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Et c'est clair que si l'examen il a lieu ce soir à 18h, ça sera plus compliqué pour revoir complètement le QCM pour ce soir. L'autre point aussi, c'est les conditions de réalisation par l'étudiant. Est-ce que vous visez en fait une production individuelle ou par groupe? Donc ça, c'est aussi des éléments de choix. Et puis, l'autre élément de choix, c'est est-ce que ça sera quelque chose qui devrait être réalisé dans un temps bien précis, dans un temps synchrone, un temps d'examen classique, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être réalisé de manière asynchrone, c'est-à-dire on va demander un rendu pour une date précise, il y aura un lancement de l'épreuve à une date précise aussi, mais le temps ne va pas être limité. En gros, on ne va pas dire vous avez que 3 heures pour faire ce travail-là. Ça sera par exemple sur 2 semaines ou 3 semaines. Donc, ça sera un temps relativement grand, même si la réalisation de l'épreuve ne devrait prendre que 2 heures ou 3 heures pour l'étudiant. Donc, c'est ce qu'on a fait comme distinction ici entre le synchrone et l'asynchrone. On voit que les QCM en groupe, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. En synchrone, c'est plutôt adapté. En asynchrone, c'est déjà un peu plus problématique parce qu'on sait que les capacités de communication de nos étudiants. Donc, au plus on va laisser de temps aux étudiants pour répondre à ces quiz, au plus on va augmenter les risques de fraude. Et c'est des points qu'on va discuter dans l'axe sécurité tout à l'heure. Donc ça, c'est détaillé dans le Vademecum et vous pourrez vous appuyer là-dessus aussi pour vos choix. Un autre point aussi, on a mis en avant quelques recommandations et les avantages et les inconvénients pour ces différentes modalités. Donc là, pour les productions asynchrones, par exemple, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. On peut tester des niveaux cognitifs relativement élevés aussi. Donc ça, c'est avantageux si on est dans des niveaux de cursus avancés, notamment en master, par exemple. On peut évaluer aussi des apprentissages proches de situations réelles aussi dans des productions écrites ou dans la réalisation d'œuvres ou dans de la programmation si on est en informatique. C'est des choses que les étudiants devraient être capables de faire aussi en gros, dans des situations plus authentiques, ce qu'on appelle. En revanche, si on a des grands groupes d'étudiants, ça va nécessiter un plus grand temps de correction aussi. Donc, dans les éléments de choix, c'est à voir aussi quel est le temps que vous avez à votre disposition. Est-ce que si vous avez beaucoup de temps à disposition, personne n'a beaucoup de temps à disposition, mais si vous avez plus de temps à disposition après l'examen et que vous n'avez pas de stress par rapport au rendu de notes, par exemple, on ne vous demande pas de rendre les notes des étudiants 2 jours après l'examen, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Par contre, c'est clair que et chez nous, il peut y avoir cette contrainte-là, par exemple, où les notes doivent être rendues très très vite, là, ça risque d'être compliqué avec des groupes de 200 ou 300 étudiants. Quelques recommandations. Là, pareil,
c'est des choses qui devraient être planifiées sur du plus long terme, mais on peut réduire le stress des étudiants si on planifie des rendus intermédiaires avec du feedback. Ça permet aussi d'avoir des productions de meilleure qualité aussi et d'orienter mieux vers la réussite des étudiants aussi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant dans tous les dispositifs d'aide à la réussite des étudiants aussi, de pouvoir guider ces apprentissages. Il y a des outils de plagiat, on reviendra aussi tout à l'heure là-dessus, qui peuvent être utilisés pour vérifier l'intégrité académique de ce qui aura été réalisé par les étudiants. Je ne rentre pas plus dans le détail dans ces éléments, vous l'avez dans le Vademecum, donc vous pourrez voir ces éléments-là. Ici, on a les productions synchrones, donc c'est relativement semblable de ce qu'on avait précédemment. Les seules choses qui est complexe ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir donner du feedback aux étudiants, ça sera une production dans un temps bien déterminé. Par contre, s'il n'y a pas eu d'épreuve avant, ça vaut le coup de prévoir des examens blancs pour que les étudiants puissent voir à quelle sauce ils vont être mangés avec ce type d'examen. Notamment si vous utilisez une plateforme pédagogique particulière pour le rendu des travaux, si s'il y a de la visiosurveillance qui est utilisée, ou s'il y a du proctoring qui est utilisé. Donc, les étudiants puissent voir en fait le système qui va leur être proposé. Proctoring, je ne rentre pas dans le détail maintenant, on viendra dans les aspects sécurité. Pour les quiz, l'avantage, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de temps pour la correction, c'est quelque chose qui peut être utile. Par contre, dans la mise en œuvre, dans la réalisation des questions, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps de réalisation de ce type d'épreuve, notamment si on veut tester des niveaux cognitifs un peu plus élevés que de la simple mémorisation. Et pour le coup, ça vaut la peine d'être accompagné aussi par des services d'appui pour avoir du feedback aussi sur les questions qui sont proposées. Donc, le SIAM pourrait proposer aussi, je m'avance peut-être, Isabelle, tu me dis si... Pas du tout. Hein. Donc voilà, c'est un service qui est proposé aussi pour pour que vous puissiez avoir du feedback aussi sur ces questions-là. En recommandation, là aussi, je vous présenterai un autre document un peu plus loin. Il y a des recommandations pour sécuriser la passation des quiz pour éviter la fraude et la triche des étudiants. Donc là, on peut paramétrer en fait ces quiz pour notamment aléatoriser la présentation des questions, des modalités de réponse. On peut tabler aussi sur des banques de questions relativement grandes où on va taper juste quelques questions dans cette base-là pour chaque étudiant. Par exemple, si j'ai une base de données avec 200 questions et puis que mon épreuve fait que 50 questions, on peut avoir des plateformes pédagogiques qui vont permettre d'aller puiser aléatoirement 50 questions dans cette base, ce qui fait qu'on peut avoir des quiz relativement assez différents d'un étudiant à l'autre et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'échanger les réponses. Et puis, c'est clair que si vous avez une question et puis que pour cette question, vous tapez 2 mots-clés dans Google et vous avez la réponse, c'est clair qu'il va falloir changer de question pour le quiz. Pour les examens oraux, c'est relativement simple à mettre en place aussi. On peut l'utiliser par Zoom. On a eu ces tests qui ont été mis en place dans notre université en juin dernier. Ça a vraiment très bien marché, même mieux marché que ce qui était anticipé dans le sens où ça a permis de réduire le stress chez nos étudiants. C'est les retours qu'on a pu avoir. Les étudiants étaient beaucoup moins stressés de passer l'examen oral à distance que de le faire dans une salle de classe devant les évaluateurs. Donc, ça peut avoir un aspect intéressant. Ça nécessite de s'outiller par rapport à des types de grilles d'évaluation qu'on va pouvoir utiliser. J'ai fait avec les dessins et j'ai dit ce qui était plus. Alors, je crois qu'il y a juste un micro qui doit être ouvert quelque part. On a bien coupé vos micros. Je vais juste vérifier si je peux couper le micro. Ok, c'est bon, il est coupé. Très bien. La correction, elle est relativement simple aussi. La passation est un peu plus longue en fonction du nombre d'étudiants, mais sur des épreuves de 15 minutes, on peut passer quand même pas mal d'étudiants. Mais d'où l'intérêt d'avoir une grille d'évaluation pour éviter aussi certains biais, notamment des biais de fatigue ou d'ordre de passation. C'est clair qu'on sait que si on a une très belle présentation avec une très belle argumentation d'un étudiant, l'étudiant suivant risque d'être pénalisé si on n'a pas une grille d'évaluation qui permette de réfléchir un peu toutes choses égales par ailleurs.
donc sur des critères qu'on a bien définis auparavant. On risque d'être influencé en fait par les performances des autres étudiants. Et inversement, si on a une prestation qui est pas très bonne d'un étudiant, l'étudiant qui va passer juste après sera favorisé. Pour réaliser des grilles critériées, on a mis en place cet outil. Donc, il est présent dans le Padlet aussi. Hein. Vous avez le lien vers cet outil-là qui permet de vous guider dans la réalisation d'une grille d'évaluation critériée et donc qui permet, avec quelques critères, de supprimer quelques biais et de faire en sorte que tous les étudiants seront évalués de la même façon. Ça marche très bien pour les productions écrites ou pour les productions orales. Mais là, pareil, l'équipe du SIAM peut vous accompagner pour la réalisation de ces grilles. Alors, c'est clair, ça prend un peu de temps à réaliser aussi. Ça vaut le coup de les stabiliser aussi en les testant sur des épreuves qui ne comptent pas l'examen. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez quand même travailler sur ce type de grille et demander un feedback au SIAM pour ces choses-là. Un autre point aussi à discuter dans les aspects pédagogiques, c'est en lien avec la définition des barèmes. Je vous ai mis aussi une vidéo qui a été réalisée par Jérémy Pouille, un collègue de mon équipe, qui est une vidéo qui pointe en fait sur éviter la triche ou les réponses au hasard dans les QCM, parce que c'est clair que c'est quelque chose qu'on peut facilement apprendre en tant qu'étudiant. Donc là, il y a quelques pistes qui vous sont données aussi dans ce document, dans cette vidéo, pardon, c'est 8 minutes, et ça vous donne des éléments aussi de réflexion sur les barèmes qui peuvent être utilisés, notamment est-ce qu'on utilise des QCM avec réponse avec point négatif ou pas, comment on prend en compte justement les réponses au hasard dans l'attribution des points. Et puis on peut voir ici sur la copie d'écran que j'ai mis également, on pourrait avoir aussi dans la pondération des questions, si on a des questions de type si je réponds au hasard, voilà quelle pondération je pourrais avoir, par exemple, avec 0,5 points pour chaque réponse juste et des points négatifs ici pour des réponses fausses, par exemple. Un autre document que je voulais vous partager aussi, l'Université catholique de Louvain, et notamment son Louvain Learning Lab, a déposé un nouveau document qui s'appelle QCM hors note QCM, qui est vraiment très très riche pour vous aider à concevoir des QCM. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette ressource, c'est vraiment super intéressant ce qu'ils ont proposé, et notamment ça donne plein de pistes aussi sur la conception des questions. Donc cette ressource, elle est en accès libre aussi. J'ai mis le lien également dans le Padlet, vous pouvez télécharger ce document. Avant de passer à la technologie, est-ce qu'il y a des questions potentielles sur les aspects pédagogiques? Pareil, vous pouvez mettre dans le chat si vous le souhaitez. Ok. Oui, moi j'ai une petite question. Oui. En fait, c'est une réflexion que je m'étais faite, c'était l'an dernier, sur des évaluations en QCM qui étaient imposées sur des années de licence. Et c'était pareil, c'était un fonctionnement en banque de données. Mais la difficulté de cette approche-là, je trouve, c'est que comment on fait pour avoir un équilibre en fait entre, parce que le logiciel, il va aller puiser dans 200 questions, mais c'est difficile d'avoir 200 questions vraiment calibrées parfaitement, quoi. Et en termes d'équité entre les étudiants, pour avoir cet équilibre, quoi, dans les questions posées. Je trouvais que c'était la difficulté de ces banques de données ouvertes, enfin plus larges, dans lesquelles le logiciel va chercher tout seul, quoi. Alors, ce qui peut être fait, en fait, on peut notamment, ouais, vous utilisez Moodle, hein, c'est ça? Ouais, c'est avec Moodle, ouais. En fait, ce qui est possible de faire dans les épreuves, c'est de créer plusieurs épreuves de QCM qui vont tester différents niveaux de compétences de l'étudiant. Et dans ces différents blocs, par exemple, si on a un bloc de questions mémorisation, là, c'est dans ce bloc-là, en fait, qu'on va on va avoir, par exemple, 50 questions mémorisation, et il va en piocher qu'une dizaine. Donc là, on sait qu'on est sur des niveaux relativement... on aura des questions de même niveau, et puis après, on peut avoir des questions de niveau plus compréhension, par exemple. Et là, on va avoir un autre bloc, et ça va aller piocher dans ce bloc-là. Ok, on peut séquencer les blocs, et du coup, c'est vrai que le fait de découper comme ça peut apporter une réponse à ce questionnement, quoi. Oui.
Donc ça permet d'avoir une solution comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai qu'en termes d'équité, mais ça nécessite d'autres compétences aussi. Dans mon équipe, en fait, j'ai un collègue qui travaille sur ce qu'on appelle la docimologie. Donc, il va analyser les épreuves d'examen aussi, les résultats. Donc, de voir en fait si les questions elles ont été répondues de la même façon. Est-ce qu'elles ont discriminé tous les étudiants, hein. Je parle de discrimination, pas de. C'est en termes de discrimination statistique. Est-ce qu'il y a des questions qui sont jugées plus complexes que d'autres? Et puis là, ça permet de les identifier. Donc, de voir si on doit pondérer aussi certains éléments a posteriori, parce que des questions étaient plus complexes que d'autres. Et ça, ces éléments-là aussi nous permettent, pour de futurs examens, d'identifier les questions qui pourraient être pondérées également. Mais ça, Ok, ça nécessite aussi un travail statistique dessus à réaliser. Merci. Ok. Très bien, donc j'avance sur les aspects plus technologiques. Ici, donc on avait dit que c'était important d'être clair aussi sur les outils qui vont être proposés aux étudiants, d'être clair sur les modalités. Dans le Vademecum, en fait, on avait également travaillé sur ces aspects technologiques, à la fois organisationnels et techniques, en fonction de 3 périodes différentes de la réalisation de l'épreuve. Donc la préparation de l'épreuve, donc avant l'examen, le déroulement de l'épreuve pendant l'examen, et puis après les aspects liés à la correction et au feedback. Par exemple, pour les productions asynchrones, dans les productions des étudiants, ça va être important Ici, on a une checklist hein, pour vous guider dans votre réflexion, donc de définir la fenêtre de travail des étudiants. Donc, quand est-ce qu'on va ouvrir l'épreuve, quand est-ce qu'on va la fermer, les modalités de dépôt aussi, est-ce que c'est quelque chose qui sera déposé dans Moodle, est-ce que ça sera envoyé par email, est-ce que vous avez le droit dans votre institution d'envoyer les productions par email ou de les recevoir par email, par exemple, s'il y a de l'archivage qui doit être réalisé, est-ce que c'est toléré de recevoir sur votre propre adresse email? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de planifier ce type d'évaluation, de bien envoyer les consignes aux étudiants sur comment déposer les fichiers. Est-ce qu'il y a aussi des tailles de fichiers à respecter? Si j'envoie un fichier de 3 gigas, est-ce que ça va passer sur la plateforme Moodle? Des grandes chances que non. En tout cas, chez nous, ça ne sera pas autorisé. La plateforme autorise des dépôts de fichiers, mais qui sont en général pas supérieurs à 100 mégaoctets. Donc, c'est des choses à voir aussi avec les équipes qui s'occupent de Moodle, si ces recommandations n'ont pas déjà été données. Mais ça, c'est clair que c'est des conditions techniques à vraiment bien réfléchir, notamment si vous demandez des productions vidéo à vos étudiants, parce que ça peut vite être sur des fichiers relativement lourds. Donc voilà, ces aspects-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les cases non plus, hein, c'est pareil, vous avez ces éléments. Ici, c'est vraiment les éléments importants qui doivent être pensés. Et puis, notamment, rappeler les échéances aux étudiants durant le déroulement de l'épreuve, parce que c'est ça qui va être important. Un point sur lequel on reviendra, mais quel est le helpdesk qui va être proposé aux étudiants s'ils ont des problèmes pour déposer leurs fichiers ou autre? Est-ce que c'est vous qui allez assurer ce helpdesk? Auquel cas, si vous avez une grande promotion d'étudiants, ça risque de vous prendre pas mal de temps. Ou est-ce qu'il y a un support au niveau institutionnel qui a été proposé pour vos étudiants, par exemple? Ben voilà, je n'arrive pas à déposer mon fichier PDF sur Moodle, à qui je dois m'adresser en tant qu'étudiant pour ça. Et donc ça, si vous avez cet élément de réponse, vous pouvez après le spécifier aussi dans les consignes. Et donc, il y a Guillaume qui nous indique dans le chat qu'il est sur ce problème en direct. Donc, typiquement, voilà, lorsqu'il y a un examen là-dessus, si je dois répondre à des questions d'étudiants, ça peut être vite compliqué, en fait. Et on peut très bien avoir une équipe qui s'occupe de ça pour l'ensemble de l'institution. Un numéro de téléphone aussi, si jamais il y a un problème. Je dois rendre mon travail mercredi avant midi, et puis à 11h30, je suis en train de déposer mon fichier et j'ai une coupure Wi-Fi. Mais est-ce que je peux avertir quelqu'un de ce problème pour que ça soit pris en compte, par exemple? Sur les productions synchrones, là, il y a aussi les éléments. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces éléments-là. On a mis à disposition, et puis cet outil, vous l'avez également, un guide pour paramétrer une épreuve d'examen dans Moodle.
Donc là, nous, c'est sur notre Moodle à nous, mais ça sera relativement proche du Moodle que vous avez aussi, avec différentes étapes, notamment les dates d'ouverture, de fermeture de dépôt, quel est l'outil que j'utilise dans Moodle pour pouvoir recevoir les devoirs des étudiants. Donc ça, c'est un guide qui peut être utile aussi pour guider votre réflexion. Il y a des copies d'écran, c'est vraiment un guide technique, en fait, ici. Et là, on est sur les mêmes types de recommandations qu'on avait précédemment. Pour les quiz, là, pareil, on a un guide qui permet de paramétrer les quiz. Alors, dans notre institution, on a une instance de Moodle qui a été dédiée pour les examens, qu'on a appelé Moodle Exam, pour bloquer certains éléments aussi. Par exemple, les aspects de communication de forum, c'est des choses qu'on n'a pas activées dans ce type d'instance. Par contre, voilà, tout ce qui est dépôt de devoirs, quiz, c'est les mêmes fonctionnalités qu'il y a dans Moodle classique. Donc là, c'est pareil, ça va être de réfléchir aussi au paramétrage du quiz sur est-ce que j'aléatorise les questions, est-ce que j'aléatorise les réponses aussi, les choix en fait, de réponses qui seront proposés aux étudiants. Et puis, pareil, lorsqu'on est sur un quiz synchrone, de bien avoir une équipe IT qui serait donc de soutien informatique pour dépanner les étudiants si jamais il y a un problème, parce qu'on n'est jamais à l'abri de problèmes techniques dans le cadre de cette situation, et puis de voir aussi l'équipe enseignante, comment la joindre si jamais il y a un problème. Quelles sont les consignes qu'on va donner aux étudiants? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui va être donné? Est-ce qu'il y a une salle Zoom qui sera ouverte si jamais il y a un problème, et puis l'étudiant peut rentrer dans cette salle Zoom pour signaler un problème technique? Pas oublier le téléphone, parce que comme je le mentionnais tout à l'heure, si on a une rupture de connexion à distance, que l'étudiant puisse quand même appeler avec un numéro de téléphone. Sur les quiz, sur les épreuves orales synchrones, là également on a un guide pour travailler avec Zoom. Donc là c'est pareil, si vous utilisez Zoom dans votre institution, comme ça a l'air d'être le cas, vous allez pouvoir utiliser ce guide-là pour réfléchir à la mise en place de cette salle, avec quelques pistes aussi, comment créer cette salle virtuelle. Est-ce que je mets en place une salle d'attente aussi avec une personne qui serait présente dans cette salle? Est-ce que je crée des sous-groupes? Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, de permettre le partage d'écran à l'étudiant aussi qui sera en face, parce que c'est clair qu'il faut qu'il puisse travailler là-dessus, voir si dans votre institution, c'est autorisé ou non d'enregistrer la passation de l'épreuve. Donc ça dépend d'une institution à l'autre. On l'a indiqué ici. Chez nous, par exemple, à l'Université de Lausanne, ce n'est pas autorisé d'enregistrer les passations d'épreuves. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Et puis, si vous l'enregistrez, quelles sont les directives qui ont été énoncées dans votre institution par rapport à la protection des données personnelles? Si l'étudiant, par exemple, s'il n'y a rien qui a été donné comme directive, l'étudiant pourrait refuser que ça soit enregistré, par exemple. C'est son droit au niveau de la protection des données personnelles, et dans ce cas-là, vous allez être assez embêté par rapport à l'organisation de votre épreuve. Donc voilà, ça c'est pour les aspects un peu techniques. Sur ces aspects-là, c'est vraiment à prendre en compte aussi. Et puis là, vous avez les équipes dans vos institutions qui peuvent vous guider aussi dans le choix de ce qui peut être réalisé. Je vous déconseillerais d'aller sur des outils autres qu'institutionnels, parce qu'en cas de problème, et notamment à l'heure actuelle avec tout ce qui est dispositif RGPD, on sait que par exemple pour l'utilisation de Zoom ou pour l'utilisation de Moodle ou d'autres types d'outils de proctoring, c'est assez complexe au niveau de la politique de confidentialité des données. Si vous utilisez des outils qui sont hors institutionnels, ça pourrait se retourner contre vous aussi. Donc ça, c'est vraiment... si vous avez un doute sur un outil que vous voulez utiliser, n'hésitez pas à poser la question aux équipes technopédagogiques pour savoir si c'est autorisé ou pas. Est-ce que sur les aspects techniques, il y aurait des questions? Je me permets juste d'intervenir pour préciser qu'avec nous se trouve la conseillère pédagogique en charge des plateformes Moodle qui pourra aussi apporter quelques éléments par la suite. Très bien.
Juste une anecdote, hein. Au semestre précédent, l'outil de visioconférence qui avait été retenu dans notre institution, c'était WebEx. Donc, ce n'était pas Zoom au départ. Maintenant, c'est Zoom, ça a changé, mais au départ, c'était WebEx. Et il y a des enseignants qui ont utilisé Zoom avec leur compte personnel. Dans ce cadre-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans un cours à grand effectif, il y a eu du Zoom bombing. Donc, il y a une personne qui s'est connectée à la salle et puis cette personne n'était pas très habillée, on va dire. Ce qui fait que ça a été quand même très problématique dans le cadre de ce cours. Et le problème, c'est que c'était le compte personnel de l'enseignant. Donc, heureusement, l'institution a suivi, a protégé l'enseignant dans ce cadre-là, mais potentiellement, ce n'était pas un outil institutionnel, il aurait pu être embêté. Donc, et puis, notamment à cette époque, il n'y avait pas de ressources pour guider l'enseignant sur l'utilisation et au niveau de la sécurité d'une salle Zoom. Par exemple, ici, on a une salle Zoom avec une salle d'attente. On a aussi un mot de passe qui a été attribué pour cette salle. Donc, ça sécurise cette salle-là. Et puis maintenant, Zoom s'est amélioré aussi. On a un dispositif de sécurité. On peut aussi signaler une personne, bloquer un accès direct si une personne fait du Zoom bombing, par exemple. Si ce n'est pas le cas et que l'enseignant utilise une solution alternative et puis qu'on se retrouve face à cette situation-là, il pourrait se retrouver embêté et à devoir rendre des comptes devant la justice aussi, ce qui est aussi embêtant. Parce qu'il doit assurer de la qualité, de la sécurité aussi de ce qui se passe dans sa salle. Donc voilà, c'était juste une anecdote qui n'a rien à voir avec l'évaluation, mais c'est des choses à prendre en compte aussi quand on utilise des outils technologiques à l'heure actuelle. Alors, si je passe sur les aspects de sécurité, on passe tout de suite examen à distance, on pense triche, fraude. On voit dans la presse, c'est fait un grand plaisir d'aller sur ces éléments. On voit aussi qu'il y a des sites web maintenant qui expliquent comment tricher aux examens. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, vous pouvez être sûr que vos étudiants seront bien préparés à ces éléments-là. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on part du principe que lorsqu'on va sur des évaluations en ligne, les étudiants vont tricher directement, alors ce qui n'est pas forcément le cas. Après, tout dépend du type d'examen. C'est clair que si vous faites un QCM au bout de 2 heures avec 30 questions et puis qu'il n'y a pas de contrôle qui est mis en place, vous savez que les étudiants ils sont tous en train de chatter sur Discord ou sur WhatsApp ou autre, et puis ils vont pouvoir échanger les résultats sans trop de problèmes. Donc, il faut quand même savoir que la triche peut être facilitée. Maintenant, quel niveau de sécurité on va utiliser? Et il y a 3 actions possibles. Des actions pédagogiques sur la qualité des évaluations, donc quel type d'évaluation on va proposer aux étudiants, sur des paramétrages qu'on va pouvoir utiliser. Si vous êtes sûr, et ça notamment, ça va être utile lorsqu'on est sur des quiz, les anti-plagiats utiles pour tout ce qui est production écrite, et puis potentiellement du proctoring, donc qui est un système, pour les personnes qui ne sont pas au fait de ce que c'est que le proctoring, c'est un système qui va sécuriser en fait l'espace de travail de l'étudiant. Donc, il y a une visiosurveillance. Donc, en général, on demande à l'étudiant que sa caméra soit activée, que son micro soit activé. On peut lui demander de faire un tour 360 de son ordinateur pour voir s'il n'y a personne d'autre dans la salle. Il peut y avoir un enregistrement de l'activité de l'étudiant sur son ordinateur. Donc voilà, c'est des systèmes assez intrusifs et pour lesquels la loi sur la protection des données personnelles n'est pas forcément un système, n'est pas forcément adapté. Donc, ouais, je vois, il y a Big Brother qui a indiqué dans le chat, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment des choses qui sont super intrusives par rapport à ça. C'est comme si on faisait le parallèle avec si j'ai un étudiant qui est dans une salle de classe, dans une salle d'examen, c'est comme si on avait une caméra qui était, ou une GoPro qui était sur son front pour vérifier ce qu'il est en train d'écrire sur sa feuille, s'il est en train de prendre des notes sur son brouillon, et puis que vous enregistriez tout ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui ont été... Mais il y a beaucoup d'institutions qui ont été tentées pour aller vers du proctoring
notamment en juin dernier. Certains ont fait cette expérience-là, notamment des collègues de l'Université de Louvain, qui reviennent maintenant sur un système sans proctoring. L'Université de Genève avait testé ça aussi. Ils partent sur un système sans proctoring aussi en janvier. Nous, c'est des choses qui ont été évoquées, on ne l'a pas testé, et ça ne sera pas mis en place non plus dans notre institution. Mais si je reviens sur ces 3 points, par exemple, pour garantir la qualité des quiz, là, on a fait un de ces documents qui est aussi accessible sur le Padlet. On peut travailler, on a 14 recommandations qui permettent en fait de travailler sur la qualité pour rendre la triche beaucoup plus complexe. Aléatoriser les questions, les réponses, ça en fait partie. De bien paramétrer la durée de l'épreuve, donc faire en sorte que si je peux résoudre l'épreuve en 60 minutes, eh ben, je dois proposer une épreuve en 60 minutes. Si je propose 2 heures aux étudiants, ben là, vous allez laisser le temps aux étudiants pour qu'ils puissent échanger sur le sujet. Donc, on peut travailler quand même sur ces aspects-là, en tout cas sur le design, sur la conception des questions. Pareil, j'indiquais que si on met des questions de mémorisation, ce sera beaucoup plus simple à partager. Si on met des questions de niveau plus élevé, ce sera beaucoup plus complexe parce qu'en plus, on peut changer les paramètres des données qui pourraient être présentées aux étudiants. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on peut agir pour ça. Si on est sur des productions écrites, on peut travailler aussi sur des sujets qui sont potentiellement différents. On peut avoir plusieurs sujets qui seraient proposés aux étudiants. Et si on est sur un cadre d'une dissertation, de toute façon, on va être, même s'ils échangent sur le sujet, ça va être quand même une production individuelle qui va ressortir. Et on aura compilation ou un autre outil d'anti-plagiat qui pourrait être utilisé pour vérifier que ce n'est pas du copier-coller d'un site web ou du copier-coller d'un autre collègue dans la promotion. Le proctoring, donc là, si on revient sur Big Brother, donc ça peut être utilisé pour vérifier l'identité des étudiants. Là, c'est une copie d'écran d'un outil qui s'appelle Proctorio, qui demande à l'étudiant au début de se prendre en photo avec sa webcam et de prendre en photo également sa carte d'étudiant. Et puis, ça envoie ensuite à l'administration la liste de tous les étudiants qui sont connectés avec leur photo et la photo de la carte d'étudiant, et ça peut être contrôlé a posteriori. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me demande le lien. Alors, oui, voilà, il y a le Padlet qui a été remis. Merci. Parfait. Donc, voilà, ça permet de vérifier l'identité. On peut demander un code d'identification aussi dans ce cadre-là, qui sera un code individuel. Mais ça permet aussi, ces outils de proctoring, d'enregistrer ce que fait l'étudiant devant son ordinateur. Donc là, on voit par exemple l'étudiant qui est en train de passer l'examen dans son bureau. Il est filmé et puis ça va enregistrer en fait son activité. Donc dans l'activité, il va y avoir par exemple son regard. Est-ce que le regard est bien toujours pointé sur l'ordinateur, donc en direction de la caméra? Et puis si je regarde pendant quelques secondes en dehors de la caméra, c'est quelque chose qui va être tagué dans la timeline qui est ici, par exemple en orange, si j'ai regardé pendant 3 secondes. Mais si je regarde pendant 20 secondes et puis que je suis en train de parler, donc c'est des mouvements de la bouche, ça peut mettre un tag rouge qui va mettre un comportement suspect. En fait, ici, c'est un peu comme l'utilisation des anti-plagiats, ça va mettre des comportements suspects qui auront été, donc comme je le mentionnais, hein, le regard qui est fuyant. Si j'ai ouvert une autre fenêtre que celle qui était autorisée durant l'examen, ça va aussi indiquer quel type de fenêtre a été ouverte et puis si c'est sur le web, quel lien a été indiqué. Donc là, on parlait de Big Brother tout à l'heure, on est vraiment là-dessus et c'est clair que les commentaires liés au stress des étudiants, ça peut être élevé. C'est des outils qui sont relativement utilisés dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, c'est pas mal utilisé pour ces épreuves à distance, notamment en lien avec les MOOC aussi. Dans les pays plutôt francophones européens, on utilise beaucoup moins ce type d'outils, même si, comme je l'ai mentionné, les entreprises en ce moment sont en train de faire un forcing pour que ces choses soient utilisées. Alors, sans vouloir faire du proctoring, il y a quand même possibilité de faire ce qu'on appelle de la visiosurveillance, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus light, c'est-à-dire comment on le fait actuellement, de demander en fait que les étudiants, durant une épreuve,
soit branchés dans une salle Zoom. Alors, maximum, ce qu'on va préconiser dans ce cadre-là, c'est 25 étudiants par salle Zoom, parce que sinon, on ne peut pas avoir toutes les vignettes qui s'affichent, et demander au moins que leur vidéo soit ouverte. Pas le micro, mais au moins que la vidéo soit ouverte. Et puis, ça permet au moins, s'ils ont des questions, de pouvoir poser une question à un surveillant. Et on peut imaginer des salles de surveillance avec... ça nécessite de s'équiper, et c'est pour ça que ce n'est pas si simple d'avoir, par exemple, trois ordinateurs par surveillance, qui permet de surveiller 75 étudiants durant une même salle. C'est moins intrusif, on n'enregistre pas, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant si on veut quand même avoir un système de surveillance. L'autre outil à mentionner, c'est l'outil Compilatio, et puis je vois que le temps passe aussi, donc qui permet aussi d'avoir, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Compilatio, c'est des outils d'anti-plagiat qui permettent de téléverser les productions des étudiantes et des étudiants et des étudiantes, et de vérifier si les productions, il y a des similitudes avec des productions qui ont été téléversées, donc de l'ensemble des étudiants, et des similitudes du web. Et donc là, ça va nous donner aussi des indices. Là, par exemple, là, il y a 4% de plagiat recensés sur ce lien-là. Au total, on a 23% de plagiat détecté potentiel. Ça a vérifié après, parce que ça peut être, si l'étudiant a repris du texte et puis a mis entre guillemets en citant la source, pour lui, il va trouver une similitude avec quelque chose sur le web, mais ça ne sera pas forcément du plagiat. Donc, il y a nécessairement une interprétation humaine derrière ça. J'avance juste sur le côté étudiant, et puis après, je prendrai les questions. Juste pour dire que c'est important de bien préparer les étudiants pour à la fois réduire leur stress. Ici, je vous mets des ressources qu'on a mis en place dans notre institution pour préparer les étudiants sur des aspects plutôt un peu psychologiques aussi. On travaille avec, là c'est Sophie, une de mes collaboratrices qui est dans mon équipe, qui travaille sur les méthodes d'apprentissage des étudiants, et Orlan qui travaille au service d'orientation carrière, qui accompagne aussi les étudiants sur leur méthode de travail, et puis sur des aspects un peu plus psychologiques, sur comment réduire le stress, comment se préparer sur des examens à distance. Donc à la fois, on a ces éléments qui sont proposés pour les étudiants, et également des éléments plus techniques sur comment découvrir la plateforme Moodle Exam, par exemple, donc pour les aider à aussi découvrir cette plateforme-là, et comment configurer son navigateur pour que ça marche bien. Bien entendu, ça ne va pas supprimer le fait d'avoir peut-être des examens factices qui seraient proposés aux étudiants pour vérifier que leur configuration est pertinente. Et puis, je m'arrêterai ici aussi sur communiquer avec les étudiants, de bien indiquer, en fait, ça c'est issu du Vademecum, on l'a pour les différentes ressources, mais de bien indiquer aux étudiants les différentes étapes, en fait, par lesquelles ils vont devoir passer. C'est un peu le parcours lorsqu'ils vont travailler sur ce dispositif en ligne. Ils vont se connecter à une plateforme, ils vont lire les consignes, ils vont prendre connaissance du calendrier de remise. Là, on est sur une production asynchrone. Ils vont pouvoir mobiliser des ressources aussi pour travailler, ils vont faire ce travail, ils vont déposer une version intermédiaire, ils vont recevoir du feedback, et ainsi de suite jusqu'à la version finale. Ne pas oublier de donner aussi de clarifier les critères d'évaluation pour qu'ils soient au clair aussi sur ce qui sera attendu. Voilà, je vais m'arrêter ici comme ça pour faire place aux quelques questions. J'arrête le partage également, comme ça on pourra voir tout le monde. Désolé pour... C'était assez dense. Merci Emmanuel. C'est clair, juste je vois au niveau des aspects techniques, c'est clair que si on veut faire une visiosurveillance, ça nécessite que l'étudiant ait une bonne connexion et une webcam aussi à disposition. Donc, s'il n'a pas ces choses-là, est-ce que dans votre institution, il y a un système de prêt de matériel qui peut être réalisé pour faire ça? Chez nous, on a mis en place un système de prêt et également un prêt de carte de modem avec une carte 4G pour que les étudiants puissent se connecter aussi si jamais ils n'avaient pas une connexion terrible. Donc ça, c'est clair que c'est des choses qui sont complexes. Pour Zoom, après, je vois il y a des questions au-delà de 40 minutes, c'est payant. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a dans votre institution un Zoom institutionnel ou est-ce que c'est un Zoom individuel? Chez nous, il y a une licence Zoom qui a été prise pour l'ensemble de l'université, ce
qui fait qu'on a un Zoom professionnel pour les enseignants et les étudiants dans notre institution. On a quelqu'un qui prend la parole, je crois, mais sans micro. Alors, Voilà. École de sage-femme, Françoise Juby, l'enseignante. Nous, on a eu un tout petit souci l'année dernière parce qu'en fait, plein d'étudiants avaient des traitements de texte différents. Alors, entre OpenOffice, ceux qui avaient des versions Google Words et tout ça. Et c'est vrai que quand ils ont ouvert des fois nos vignettes de QCM, les points n'étaient pas au bon endroit, au même niveau. Enfin bon, ça nous a créé des petits soucis de correction après. Bon, enfin, elles se sont débrouillées, mais elles ont dit qu'elles ont perdu du temps parce que justement, le traitement de texte ne s'y prêtait pas et tout le monde n'avait pas le même traitement de texte. alors pour le coup, c'est vrai que là, c'est pareil hein, au niveau des consignes qu'on va donner. Et puis des documents, on peut travailler sur des documents PDF qui seront beaucoup plus stables aussi au niveau des consignes. On aura moins de... Ça bougera moins. On peut former les étudiants en leur expliquant que ce qui est demandé pour passer l'examen, c'est d'avoir un logiciel qui permette de lire les PDF. Donc, on peut leur expliquer comment utiliser ce type d'outils. Et puis, pareil, pour les rendus de travaux, leur demander qu'ils rendent les travaux écrits sous format PDF aussi, ce qui sera aussi beaucoup plus simple à réaliser. Juste aussi une anecdote, dans les QCM, des fois, on peut, par exemple, si vous enseignez les mathématiques ou l'informatique, et puis vous demandez certaines résolutions à vos étudiants, et puis le QCM va vous permettre d'avoir le résultat de l'étudiant, mais vous n'allez pas avoir le raisonnement, et ce qui peut être embêtant. Il pourrait demander ce que les étudiants enregistrent leur résolution, soit parce qu'ils ont travaillé sur ordinateur, et puis dans ce cas-là, ils envoient un PDF, soit ils ont fait leur résolution de problème sur une feuille, et ils prennent une photo de cette feuille-là. Pareil, c'est des choses sur lesquelles il faut entraîner les étudiants aussi, et dans un des critères, c'est que ce qui est pris en photo doit être lisible. Donc ça sera un critère qui sera déterminé par avance. On peut leur expliquer comment prendre ces photos aussi et transformer le fichier en PDF, par exemple. Une question de Guillaume. Oui, une question. Donc d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très, très intéressant. Par rapport à l'introduction et donc plutôt sur les grands principes de l'évaluation, l'alignement pédagogique, en fait, c'est tellement bien dit, ça fait tellement chaud au cœur d'entendre ça. Mais en fait, c'est dit par vous, une personne qui est en service de soutien. Quel est le niveau d'appropriation de ces pratiques par vos équipes d'enseignants? C'est un travail qui se fait sur du long terme. Hein. Donc ça, c'est vrai que nous, on n'a pas travaillé sur les aspects d'évaluation. C'est juste pendant cette phase-là, c'est un travail qui est en cours depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Ce travail, il est relativement bien inscrit en fait dans notre institution et tout ce qui est clarification des critères d'évaluation. En fait, parallèlement à ça, on a un dispositif d'évaluation des enseignements. Et donc, il y a des questionnaires que les étudiants remplissent à la fin d'un enseignement. Et puis, c'est mon service qui traite aussi ces données et on renvoie directement aux enseignants. Donc, nous, on n'a pas de lien hiérarchique avec les enseignants qui peuvent travailler. C'est relativement libre, en fait, au niveau de la discussion qu'on peut avoir avec eux. Par rapport à ça, il y avait beaucoup de questions dans les 10 dernières années sur les critères d'évaluation. Ce n'était pas suffisamment clair ou les objectifs pédagogiques n'étaient pas suffisamment définis. De la part des étudiants. Par les étudiants, voilà. Oui. Par les étudiants. Et nous, à chaque fois qu'on avait ces éléments, on contactait les enseignants pour leur demander s'ils souhaitaient nous rencontrer pour discuter ces éléments. Et ça s'est relativement bien réalisé. En fait, à chaque fois, on avait une rencontre avec les enseignants pour discuter de ces points. Sachant juste aussi qu'il y a quand même un petit levier dans notre institution, c'est que les enseignants sont sur des postes de CDI, mais qui ont une durée de 6 ans, ce qui est un peu étrange. En fait, chaque 6 ans, ils doivent être renouvelés. Donc, ils doivent remettre un rapport d'activité avec leur activité de recherche, d'enseignement et puis d'intégration dans la vie académique. Et dans leur partie enseignement, ils doivent indiquer ce qu'ils ont fait évaluer leur enseignement. Ce qui est demandé jusqu'à présent, c'est au moins 3 évaluations sur une période de 6 ans, ce qui n'est pas non plus énorme. Et puis, ce qu'ils ont fait pour améliorer la situation s'il y avait des choses à améliorer. Et donc là,
comme il y a cette phase de test tous les 6 ans de rapport, ça met une légère pression sur les enseignants pour venir discuter avec nous, pour améliorer la situation. Mais ça s'intègre dans tout un dispositif qualité qui a été mis en place dans l'institution aussi. D'accord. C'est clair, c'est des choses qui prennent du temps, d'avoir une démarche qualité qui se mette en place et qui soit relativement, comment dire, formatrice pour tout le monde. Oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est pas juste c'est pas du contrôle, en fait, c'est l'idée de développement professionnel aussi. Tout à fait. Merci. Mais c'est clair que c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Oui, bonsoir. Barbara, alors justement, c'est par rapport au... Merci beaucoup, effectivement, pour la présentation qui est très riche, presque trop riche, ça fait peur. Moi, j'ai une question par rapport aux critères d'évaluation, parce que justement, je commence à être confrontée à l'utilisation de sites de traduction. Alors, j'enseigne l'anglais. Et en fait, dans mes critères d'évaluation, j'ai tout le temps une partie langagière, donc communication avec partie grammaire et ainsi de suite. Et en fait, les sites de traduction deviennent de mieux en mieux et enfin, je vois, il y a DeepL, il y a des sites comme ça qui sont plutôt corrects. Et en fait, je ne sais même plus comment évaluer cette partie-là, parce que là encore, il n'y a pas très longtemps sur une évaluation, donc c'est une production écrite. Je sais qu'il y a quelques étudiants qui ont dû écrire leur production en français et le basculer directement sur un site de traduction qui est plutôt correct et me le renvoyer. Et en fait, je ne sais pas trop comment évaluer ça. Alors, je sais, c'est peut-être trop précis comme question, du coup, ou alors peut-être qu'on y répond dans les documents que vous nous avez partagés. J'ai vu qu'il y avait toutes les grilles de critères. Mais c'est vrai que je me sens un peu démunie, en fait, par rapport à ça. Voilà. Mais c'est super intéressant. En fait, c'est une question qui porte aussi sur ce qu'on appelle l'authenticité de l'évaluation. Et puis, qu'est-ce qu'on évalue? Et puis, justement, ça, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Maintenant, on sait que ces outils sont à disposition des étudiants. Et puis, plus tard, lorsqu'ils vont, je ne sais pas s'ils travaillent dans une entreprise et puis ils ont été engagés notamment aussi pour traduire des documents, on sait que ces étudiants, ils vont utiliser aussi ces outils de traduction. Comme les informaticiens, lorsqu'ils font du code, ils vont aussi échanger du code avec d'autres collègues. Donc, soit on part du principe, on essaie de contrôler ces choses-là et puis on met dans des... Mais ça ne sera pas forcément une situation qui est proche de la réalité, parce que maintenant, la réalité, c'est aussi qu'on a ces outils à disposition. Donc, peut-être que le critère, il doit switcher et aller sur comment les étudiants aussi, dans l'utilisation de ces outils, sont capables aussi de faire des choix qui sont intéressants, de se dire, certains termes qui sont utilisés, qui sont proposés par DeepL, ne sont pas forcément les plus corrects. Et du coup, est-ce qu'ils sont capables de corriger aussi ces éléments-là lorsqu'ils font une traduction? Et du coup, on ne va peut-être pas aller sur la traduction directement, mais plutôt comment eux sont capables de corriger cette traduction qui a été proposée par un autre outil. Ça change l'objectif d'apprentissage, mais peut-être que c'est nécessaire de changer avec l'évolution aussi des outils. Complètement. Moi, je pense qu'il va falloir y venir, parce que c'est de plus en plus courant, en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression de noter un site de traduction et pas mon étudiant, quoi. Donc, Mais par contre, si on change d'examen et qu'on leur propose une traduction qui a été réalisée par DeepL et puis eux doivent corriger cette traduction-là, ça devient aussi intéressant. On teste un niveau de... On est justement dans la catégorie dans la taxonomie de Bloom, on est plus sur de l'application, sur ce niveau d'application, mais on est plutôt sur un niveau d'évaluation. Donc, eux, ils doivent évaluer une prestation qui a été réalisée et ils doivent justifier aussi par écrit pourquoi ce terme il a été utilisé et par un autre, par exemple. C'est une piste, mais... Après, je ne suis pas sûre, malheureusement, que le niveau de mes étudiants leur permette cette jauge-là. Et c'est bien la problématique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être capables d'utiliser Google Traduction, qui est catastrophique, sans se rendre compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Après, justement, il y a aussi
Oui, je me permets de réagir parce que c'est aussi l'occasion parfois les webinaires d'échanger entre collègues, entre pairs. Et ce que j'allais un peu évoquer aussi, c'est que c'est vrai que n'hésitez pas à revenir de toute façon vers le SIAM pour des questions que vous pourriez vous poser. Notre rôle au-delà aussi de vous apporter des réponses, on n'a pas forcément les réponses toutes faites, mais on peut aussi au-delà de ça entendre ces questions qui remontent de certains collègues et aussi vous permettre la mise en réseau parfois, parce que ces questions-là sont souvent partagées par plusieurs. Donc, c'est intéressant de voir comment il est possible aussi de provoquer ces échanges-là au besoin. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi par rapport à ça. Donc, je vois Molly qui a réagi. Peut-être je te laisse juste la parole 2 minutes. Molly, si tu veux réagir par oral. Merci. Bonjour Barbara, bonjour Emmanuel, merci beaucoup. Oui, pour la traduction, je me suis retrouvée confrontée au même problème en fait. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était de faire un oral en fait avec... j'avais 57 étudiants dans le TD, donc j'ai étalé sur 4 semaines, 4 TD, et en fait chacun devait, je les avais en visu direct individuellement pendant 10 minutes. J'ai donné 3 phrases en dictée, ils avaient un stylo, j'avais prévenu, quoi, j'avais mis en place toutes les... Je leur avais expliqué ce qu'il fallait faire. Et donc, ils devaient prendre en dictée 3 phrases, ils avaient 5 minutes, 7 minutes, me redicter et puis envoyer par Skype pour garder une trace. Mais comme je dis, je pense que c'est pas du tout légal ce que j'ai fait, mais ils ont été satisfaits apparemment. Et j'ai dit, c'était un peu comme quand je passais l'examen à la grecque ou au CAPES en direct pour la traduction. C'est ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on peut très bien aussi mixer les modalités d'évaluation, d'avoir une partie écrite qu'on peut faire passer pour tester certains niveaux, et puis d'avoir une partie orale pour certaines situations, et là, ça s'y prête bien. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué pour la traduction. Oui. Merci pour le partage, Molly. Avant peut-être de prendre d'autres réactions, questions, quand même le temps passant, je voudrais vous dire aussi qu'au titre du SIAM, un certain nombre de formations vont être proposées prochainement. Je ne sais pas si Florence Bruno est en ligne et peut apporter complément à ce que je dis. Florence, tu es dispo pour en parler ou je le fais hein. Je suis là, oui, c'est bon. Florence, hein, qui est notre conseillère pédagogique et puis experte sur Moodle. Merci. Je ne sais pas après si vous avez des questions particulières, mais effectivement, jusque-là, depuis 1 mois et demi, on a renforcé les formations sur l'aspect découverte de nos plateformes. Et puis, comme le disait Isabelle, c'est vrai que là, on va mettre l'accent sur les évaluations. Donc, on fait des sessions et j'en ai une notamment demain en distanciel. Donc, j'essaie d'alterner entre le distanciel et le présentiel pour permettre à tout le monde, un petit peu selon les situations, de s'adapter. Et du coup, on aborde principalement les tests QCM et les devoirs. Donc, comme vous aviez précisé, Emmanuel, avec les limitations possibles pour éviter, tant que possible, les fraudes. Donc, avec une navigation séquentielle, une seule question par page, des banques de questions, des questions aléatoires, tirées de plusieurs banques de questions si on a différents niveaux de difficulté, etc. Enfin, des choses que vous avez abordées, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de tutoriels que les enseignants peuvent retrouver, plus un support Moodle. Alors, en revanche, le support Moodle ne peut pas être disponible parce que je suis quasiment toute seule derrière, où on est à 1,5, on va dire, de temps en temps. Et donc, on ne peut pas être disponible pour les évaluations. Ça, c'est bien dommage. C'est vrai qu'il y a possibilité d'avoir éventuellement des chats en parallèle dans un espace Moodle quand il y a un QCM. Mais s'il y a un problème de connexion, les étudiants qui sont un peu en zone blanche, etc., là, c'est vrai que ça peut être tout de suite un peu plus compliqué. Voilà ce que je peux vous préciser par rapport à ce qui se passe chez nous. Donc, juste une toute petite parenthèse quand même par rapport à Zoom. Je l'ai mis un petit peu au niveau du chat, mais c'est vrai que je sors d'une réunion avec le directeur de la DSI qui nous précise bien que Zoom n'est pas du tout un outil institutionnel. Et comme vous l'avez aussi précisé, il y a des risques et des failles de sécurité. Enfin, voilà, les hackers peuvent très bien aussi s'infiltrer et pirater tout le système de l'UBO.
Donc, ça peut être, au-delà des scènes gênantes et provocantes, ça peut aussi engendrer effectivement des choses au niveau du service. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement plutôt d'aller vers les outils institutionnels, et Moodle, et BBB, etc. Voilà, je ne veux pas être trop longue. Merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Oui, Isabelle Dangeard, idée Quimper, vous m'entendez bien? Très bien, oui. On vous entend. Parfait. Oui, donc je voulais juste dire que cet exposé est très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Ça permet, je trouve, de mettre ce qu'on fait, parce qu'on a tous essayé de faire des choses déjà. Moi, j'ai terminé mes évaluations, donc là, c'est pour les prochaines. Ça permet de mettre ce qu'on fait dans des cases et du coup, d'imaginer d'autres choses qu'on pourrait faire. Et par rapport à ça, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est l'aspect maintenir un contact entre les étudiants et les enseignants était très important dans ce contexte de l'évaluation à distance. Et je voudrais dire aussi que j'ai testé BBB pour faire des… Alors moi, j'ai pas fait de tests. Les tests, je les ai gardés en présentiel. On a eu la possibilité de faire revenir les étudiants à l'IUT et on en a profité parce que je me voyais pas faire les tests à distance du point de vue de savoir qui était derrière l'écran. Donc là, j'ai fait autrement et j'ai maintenu en distanciel des épreuves notamment alors un exposé qui devait être prévu en classe sur un petit groupe de 5 étudiants. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ça nécessitait énormément de tests avant pour que chacun puisse faire marcher sa webcam, son micro, trouver le bon navigateur, réinstaller tout l'ordi pour l'un, se battre avec son fournisseur d'accès Internet pour un autre. Enfin, et sur les 5, il y en a vraiment 3 qui ont eu différentes difficultés. Il a fallu 1 ou 2 séances de tests avant la matinée où ils ont finalement pu tous faire leur présentation en vidéo avec BBB, partage d'écran et téléchargement de slides. Donc voilà, on a des outils qui marchent, mais il ne faut pas sous-estimer la phase de test éventuellement. Et là, ils n'étaient que 5, donc voilà, j'imagine pas forcément ça sur un grand groupe. Ouais, vous avez complètement raison. Ces aspects-là, c'est vrai que c'est des choses complètement anodines pour nous. Du côté des étudiants, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, même l'environnement de travail, hein, des fois, ils se retrouvent aussi dans un espace où peut-être qu'il y a les petits frères et les petites sœurs qui sont à côté, ou les parents qui sont aussi en train de travailler, s'ils n'ont pas d'appartement pour leurs études. Donc, il y a des conditions aussi d'environnement qui ne sont pas forcément simples. Et donc, pareil, dans les recommandations qu'on peut faire aussi aux étudiants, de bien spécifier, ben voilà, d'essayer de trouver un endroit calme pour pouvoir travailler si c'est possible. Et puis, comment ils peuvent aussi… en fait, il y a pas mal de choses à expliciter aussi auprès des étudiants, parce que c'est des choses qui sont nouvelles, de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aussi à leur entourage pour qu'ils puissent être tranquilles dans ce cadre-là, quoi. Oui, c'est ça. La principale difficulté qu'on a, c'est plutôt sur la connexion Internet que sur le matériel. Ils arrivent tous à trouver des écouteurs, un ordinateur qui tourne, mais certains sont en 4G avec partage de connexion vers l'ordinateur, et là, ça leur bouffe tout leur forfait Internet, et ça marche pas bien quand on cherche à faire de la visio, même en se mettant sur Zoom, parce qu'on a un réglage de la qualité, donc pas sur Zoom, je veux dire sur BBB, même en se mettant en plus basse qualité, c'est pas toujours évident. On bute plus sur la connexion Internet que sur le matériel, c'est ça que je veux dire. Oui, ça c'est clair. Et c'est pour ça à voir justement si c'est en temps limité, est-ce que ça nécessite d'avoir une connexion tout le temps? Alors c'est clair que c'est sur un exposé oral, bien forcément il faut avoir la connexion, mais on ne perd pas tout. Mais par exemple, si on est en train de faire un quiz sur Moodle et qu'on perd la connexion, est-ce qu'on peut rentrer dedans sans problème? Voilà. Et puis, si l'étudiant il a perdu 20 minutes, qu'est-ce qui se passe aussi? Donc, et là, c'est plutôt des réflexions institutionnelles. Est-ce qu'il y a un cadre qui a été proposé par rapport à ça? Si ça doit se faire à distance, et s'il y a une rupture de connexion, qu'est-ce qui est possible de faire pour l'étudiant? Est-ce qu'il perd complètement, c'est fini pour lui, pour son examen? Est-ce qu'il a perdu 20 minutes et puis c'est tant pis pour lui? Mais j'imagine que les recours derrière, il pourrait y en avoir quelques-uns aussi. Dans notre cas, à l'IUT et dans le département GLT, on a eu le problème inverse avec le premier confinement, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'indulgence ou autre chose qui fait qu'on est tous à peu près d'accord qu'on a une partie de la promotion qui ne devrait pas être là cette année. Donc ça s'est plutôt joué en faveur des étudiants globalement et du coup ça pose question sur le niveau moyen de la promo cette année. On vit ça aussi. Voilà. D'où l'importance de participer à des sessions comme ça pour tout le monde, pas seulement sur quelques-uns, parce que quand on ne maîtrise pas ces outils d'évaluation à distance, on n'ose pas être
aussi strict qu'en présentiel. Et si on veut avoir à peu près le même niveau d'évaluation, on va dire, il faut bien maîtriser ces outils pour pas avoir peur de dire, non, là, ça va pas, c'est pas suffisant, voilà. Exactement. Pour moi, en plus, je trouvais intéressant, c'est que ça permet de repenser aussi son examen. Absolument, oui. Poser des questions, parce que les premiers éléments que j'ai mentionnés dans la présentation, c'est des éléments pédagogiques, donc ils s'appliquent à tout type d'épreuve. Et puis des fois, avec le temps qui passe, on a tendance aussi à perdre le lien entre ce qu'on visait comme apprentissage chez les étudiants et ce qu'on évalue. Il y a des choses des fois qui se déconnectent un petit peu, et là, ça vaut le coup quand même en tout cas, on a cette opportunité, malgré toutes les contraintes que ça nous donne, on a cette opportunité de pouvoir remettre à plat ces pratiques, et ça, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci pour votre retour, Isabelle. Oui, pour rassurer Guillaume, à Lausanne, on a dû aussi accepter. En fait, on a un niveau de... Lorsque les étudiants échouent 2 fois à un examen, ils sont en échec définitif, et du coup, ils sont... comment on dit ça, c'est... en fait, ils sont expulsés de l'université. En fait, ils peuvent plus s'inscrire. Donc là, avec la version online, les règles elles ont été assouplies en disant qu'ils pouvaient faire cette tentative et ça ne serait pas considéré comme un échec. Donc c'est dans ce sens-là où ça a été assoupli. Très bien. Très bien, le temps passe. Nous avons largement dépassé notre heure prévue initialement. On peut peut-être prendre une dernière question-réaction avant de clore ce webinaire, en vous rappelant que donc, sur le chat, vous avez des liens qui ont été diffusés et que pour retrouver un certain nombre d'éléments, vous pourrez également visiter le site du SIAM dans lequel on diffusera l'enregistrement du webinaire et dans lequel vous trouvez évidemment dans l'enseignement à distance tout un onglet sur l'évaluation en particulier. Comme l'a signalé Florence Bruno tout à l'heure, des actions de formation sur Moodle et évaluées avec Moodle sont déjà en place et proposées dans les semaines ou jours qui viennent. D'autres formations à venir sont en construction sur la question de l'évaluation et le croisement avec un autre dossier de fond, l'approche programme, donc la réflexion autour des acquis d'apprentissage et le croisement avec l'évaluation sont des choses qui seront vues à partir de janvier-février également. Donc, je laisse peut-être la place à une réaction ou peut-être… Moi, je veux bien réagir aux commentaires de Jessica, qui demande comment faire pour s'assurer que c'est bien l'étudiant qui compose, en fait. Donc là, en ce moment, là, j'ai mon premier QCM d'évaluation qui a lieu en ce moment, qui va bientôt finir. C'était une UE libre, donc c'est une UE première et deuxième année avec beaucoup d'étudiants, 250 inscrits. Et en fait, je suis pratiquement sûr que ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, j'ai posé des questions du coup où il faut aller chercher les infos au fin fond des polis, au fin fond des diapos. Et donc, en fait, il n'y a que ceux qui ont passé du temps à regarder ce qu'il y avait qui savent où retrouver l'info. Et ceux qui ont vraiment qui ont fait l'impasse, ils croulent sous une avalanche d'infos qu'ils ne vont pas pouvoir gérer en temps limité. Et donc, je pense que s'ils sont… Et puis après, s'ils cèdent, ils cèdent, hein, c'est la vie. Mais voilà, bon, c'était ma petite technique pour essayer de faire en sorte que favoriser ceux qui ont travaillé et pénaliser ceux qui n'ont rien fait. Merci beaucoup, William, pour ton retour. Et merci aussi beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Alors, effectivement, en fait, l'idée, c'est, je suis d'accord que sur un enseignement où on va avoir un niveau assez… quand on va commencer à monter dans les années, on va être moins embêté par ce problème. Mais sur des niveaux première année, donc je pense par exemple aux maths en première année, qui sont vraiment des choses de base, que ils ont beaucoup de copains qui sont en deuxième ou en troisième année qui peuvent faire à leur place. Ça commence à devenir… Justement, je sais que sur des niveaux L3, je n'ai pas ce problème, mais sur des premières années, je commence à l'avoir un petit peu. Et du coup, c'est ce qui me bloque aussi un petit peu actuellement par rapport au QCM en distanciel. Là, c'est pour ça que chez nous, on a mis le système de visiosurveillance avec Zoom dans notre institution pour ça, en fait. Oui. Au moins au début, que les étudiants se connectent
avec Zoom pour déjà contrôler leur identité. Alors, c'est pas enregistré, c'est pas des systèmes de Proctoring où on prend des photos, tout ça, mais juste qu'ils se connectent là-dessus, que les consignes de travail soient données, et puis après, ils peuvent potentiellement éteindre leur caméra, ce qui fait que, à la rigueur, s'il y a quelqu'un, s'il y a toute la classe qui s'est réunie dans un même endroit et qui s'entraide, ils pourraient le faire. Ou si on ne peut pas tout maîtriser non plus. Ouais. On peut demander de laisser la caméra ouverte tout le temps, hein. Ça c'est aussi possible, mais ça n'empêchera pas que si ils ont Discord ou WhatsApp à côté, ils peuvent très bien taper des réponses très vite. Après, peut-être juste sur ce point-là, de se dire que c'est clair que c'est sur les premières années, mais on a aussi des comportements au niveau des masters où on a un mémoire qui est validé en fonction des institutions autour de 30 crédits ECTS. On ne va pas forcément vérifier que c'est l'étudiant qui a écrit le mémoire. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, tout ce qui est ghostwriting, ça existe aussi, et puis c'est problématique, c'est clair. Après, c'est à voir comment on croise les différentes informations pour s'assurer que à un moment donné, celui qui a triché, il va pas continuer, quoi. D'accord, merci beaucoup. C'est la réponse de Florence. Au bout d'un moment, ils risquent d'être démasqués de toute façon. Voilà. C'est du court terme, cette logique de la triche, tout de même. Disons que du court terme, oui, mais si on continue à être en confinement avec des examens qui sont toujours en distanciel, ça peut se prolonger assez rapidement. C'est vrai. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses. Merci beaucoup. Très bien, merci à tout le monde, du coup, pour cette participation. Merci à Emmanuel pour sa disponibilité. Je pense qu'on va clore, hein, arriver à 19h, à moins qu'Emmanuel, tu aies quelque chose à ajouter. Bon, je vais juste terminer l'enregistrement, du coup. Donc, je termine maintenant.